j'enchaîne là avec une discussion avec des petits romanciers. Je suis un peu intimidé parce que c'est quand même deux grands. Gérard Salem, psychiatre, très reconnu et connu. Daniel Cordonnier, psychologue, qui nous donne deux magnifiques romans. Gérard Salem, Le Marc de Café, et puis Le Bleu d'Or. Alors je propose simplement, comme on a 30 minutes pour parler de deux livres comme ça, je me dis on aurait dû prendre bien plus de temps. Donc, je vais commencer avec Gérard Salem et puis je vais continuer avec vous. Ça vous va comme ça? Tout à fait. Alors Gérard, vous nous proposez ici quelque chose que moi je n'ai jamais vu auparavant. C'est un roman nouvelle avec des chapitres nouvelles. Chaque chapitre se suffit pratiquement à lui-même. Pourquoi avoir choisi ça? C'est un gros risque, non? C'est vrai ce que vous dites. Mon ami François Roustan me disait, quand il a lu le livre, que c'était casse-gueule d'écrire comme ça. Mais c'est ça qui m'a plu, je crois. C'est une aventure. Je ne connaissais pas d'autres ouvrages avant qui essayaient de construire un roman, selon les règles du roman, mais à travers une série de 27 nouvelles. Et c'est ce pari qui m'intéressait, puisque c'est l'histoire d'une saga familiale sur 4 générations, de 1915 à 2015. J'avais tellement l'habitude avec les familles que je rencontre dans mon travail en thérapie familiale d'être attentif à l'aspect polyphonique d'une réalité, que je trouvais que la manière de raconter l'histoire de cette famille méritait d'être racontée d'une manière fragmentée. Si bien qu'il y a plusieurs narrateurs au fond et des perspectives un peu différentes. Voilà pourquoi j'ai choisi cette formule. Mais je me dis justement des perspectives un peu différentes et le lecteur, à un certain moment, c'est-à-dire quand on commence avec la première nouvelle, Marc de Café, c'est cette tante qui lit justement les fonds de café de turc, et on continue gentiment, on se dit, c'est pas un roman, non, 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 à la cinquième nouvelle, on se dit, mais ce Georges, il revient tout le temps. Et moi, j'ai essayé, tout au long du livre, à retracer la généalogie, à retracer, et c'est pas facile. Alors, je sais juste, je vais me limiter au nucléaire, je vais dire à la famille nucléaire, au noyau principal, il y a Jijo et Soraya qui vont faire genre. Après, si on remonte plus loin, Kerry, Master, Giorgio, Jedo et tout, moi, il y a beaucoup de portes d'entrée dans ce livre. Et je pense même que ces nouvelles, on peut les lire de manière indépendante. On n'est pas obligé de les lire de manière linéaire. Mais des passages sur la mort, c'est tellement touchant de raconter justement la mort de cette mère de manière légère, de la mort de Soraya, avec une boule de neige, simplement. Pourquoi avoir voulu parler de la mort de manière aussi, on va même dire drôle? Peut-être est-ce une façon d'exorciser notre peur de la mort. Voyez-vous que d'avoir cette forme de politesse du désespoir qu'est l'humour, comme disait Boris Vian. L'humour est présent dans d'autres histoires de deuil dans le livre aussi, notamment avec quand l'oncle Parvis. L'oncle Parvis qui vient voir son neveu âgé de 13 ans seul dans sa chambre le jour de la mort de son père et lui dit mon cher Gijo, mon cher Georges, tu aimais ton père, je le sais, tu sais que je l'aimais aussi beaucoup, mais il est mort, il nous a fait ça, il est mort ce matin. Mais as-tu réfléchi à une chose? Peut-être que toi et moi nous sommes morts aussi, on ne le sait même pas. Ça m'avait complètement dérouté quand il m'avait dit ça, mais c'est une phrase qui m'a aidé toute ma vie. À ne pas trop me prendre au sérieux devant la mort. Parce que vous pensez que vous êtes mort et que vous ne le savez pas? Ça, j'attendais que vous me le disiez. Je n'espérais que c'est ça cet instant. Venir enfin prendre corps ici, devant cet auditoire sympathique, et avec vous comme animateur très attentif et lecteur attentif, je vous remercie de la lecture que vous avez faite de ce roman. Et vous donnez partout dans le livre, vous parlez encore de la mort, parce que la mère, elle a perdu son premier mari, le second.
on voit qu'elle n'a pas eu une vie, de ce point de vue, facile. Et puis la mort de l'oncle, finalement, c'est quand même trois messieurs qui étaient très importants, je vais dire, pour vous, ou pour Georges. Comment on vit ça, cet enchaînement? Enfin, c'est pas un enchaînement, ça vient de manière tout à fait avec du temps. Mais comment on vit ça? Qu'est-ce que ça laisse comme marque aujourd'hui pour vous? Est-ce que c'était aussi une façon de leur rendre hommage? Bien sûr, d'abord ce livre est un hommage profond à la mémoire familiale et à mes loyautés envers tout le système de la famille, et toutes les familles d'ailleurs. Et c'est un hommage à la famille en général. Moi je crois dans le système familial, je crois dans la famille humaine, je crois que c'est une des ressources dont nous disposons aujourd'hui dans bien des incertitudes et des drames que nous vivons à notre époque. Et je pense que la famille comme repère identitaire reste essentielle, malgré les drames de la famille, malgré le divorce qui augmente, malgré la problématique des enfants maltraités, que sais-je. La famille reste un des trésors de l'humanité, et ce livre est peut-être un hommage littéraire à la famille, effectivement. Et vous avez dit tout au début que, et c'est vrai, ces 27 nouvelles qui couvrent pratiquement un siècle, de 1915 jusqu'en 2015, et il y a cette très belle nouvelle qui montre comme ce voyage entre Jado et le passeur et tout ça. C'est pas seulement sur le temps, mais c'est aussi dans l'espace, parce qu'on traverse, on va dire le Proche-Orient. On passe gentiment, on va passer de la Turquie jusqu'à la Syrie, puis à l'Iran, et avec la problématique de la religion et des chrétiens d'Orient. Je garde toujours confiance. Je suis d'origine libanaise, je suis né à Beyrouth. J'ai des amis et des proches libanais dont j'admire le courage, l'humour devant l'épreuve, de rire sous les bombes, d'être capable de poésie, de fraîcheur, de générosité, d'amitié, d'invention. Ce sont des choses qui nous restituent à notre confiance dans notre capital humain. Et peut-être que les événements pourront tourner d'une manière moins dramatique, je l'espère. On l'espère. Et pour terminer, peut-être, il y a le rituel dans votre livre. Le livre est parsemé de rituels. Alors il y a un rituel qui est drôle, le lancer de chaussures. C'est monsieur qui doit lancer des chaussures pour trouver de l'inspiration. Et puis, bon, on va revenir dessus, il y a le rituel de la circoncision, la sortie de Parvis, quand il va chercher Georges pour lui dire ton père est décédé, mais je vais t'amener dans un bar pour te montrer comment on devient homme. Il y a le marque de café, lire l'avenir, tout ça, il y a beaucoup de rituels. Mais pour le lancer de chaussures, vous, pour écrire, vous le faites aussi? Chaque Est-ce soir, que vous pouvez déjà raconter c'est l'histoire d'un... Le narrateur raconte comment il a de la peine à dormir le soir, parce qu'il a un voisin qu'il ne connaît pas, à l'étage au-dessus, qui a un rituel, c'est de, lorsqu'il se déchausse avant d'aller au lit, il lance par terre sa première chaussure, et puis il s'écoule un intervalle variable de temps, jusqu'à ce qu'il lance la deuxième chaussure au sol. Ce qui fait que pendant tout ce temps, il y a un suspense dramatique chez le voisin du dessous, qui attend qu'enfin cette deuxième chaussure tombe. Et alors, pendant cet intervalle, il reconstruit dans sa tête tout un parcours fantasmatique de son enfance, un parcours dangereux, soi-disant, et c'est le prétexte à cela. C'est de là que vient l'inspiration. Mais ça vous arrive aussi? Chaque soir que Dieu fait, je jette mes chaussures, mais à 1 minute d'intervalle régulière. Mais ne le dites à personne.